Oh, si. Europe 1, 6h45. Thomas Soto. C'est le kiosque d'Europe 1 avec toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, Sophie Larmoyer pour l'international, Eva Rock devant la télé. On va peut-être garder Bérangère pour la météo. Bonjour à toutes. Bonjour Thomas. Un Premier ministre de droite au nez et à la barbe de la droite, comme l'écrit 20 minutes. Fallait oser, titre en gros caractère aujourd'hui en France. Édouard Philippe à Matignon, Macron bouscule la droite et défie la gauche, poursuit le Figaro. Variante en une de l'opinion, Macron donne un coup à droite. Plus radical, Libération, qui affiche le nouveau visage de Matignon, comme l'appelle CNews Matin, et titre sa mission: casser la droite. C'est le pari de la recomposition, analyse Lacroix. L'Alliance pour les Échos, avec Édouard Philippe, Macron lance une OPA à droite, estime l'Humanité. Nombre de vos quotidiens dressent le portrait du nouveau résident de Matignon. J'aime la bagarre, dit-il dans Aujourd'hui, qui nous apprend aussi pourquoi il porte la barbe. Ça me vieillit et franchement, ça me va pas mal, non, interroge-t-il. En tout cas, il l'a glissé à un de ses amis parlementaires, un ami qui le trouvait auparavant trop tête de Juppé. Et pendant ce temps, le président bâtit son gouvernement dans le secret. Ça, c'est le Figaro qui nous le raconte. Les proches d'Emmanuel Macron sont perdus dans le brouillard, étonnés et désemparés. Ils le jurent tous à propos de la composition du premier gouvernement du président de la République. On ne sait rien. En une du Monde, Plantu lit la politique et la visite de la délégation du CIO pour l'attribution des JO de 2024. On voit donc Emmanuel Macron en athlète, enjamber les haies. Alors, il a passé la haie Hollande, il a passé la haie présidentielle et il s'apprête à enjamber celle des législatives. Et sur le bord du terrain, les responsables du CIO s'interrogent. Vous êtes sûr qu'il n'est pas dopé quand même? Voilà qui nous emmène à la page 20 de l'équipe. Roland sans Roger, puisque hier soir, le Suisse l'a officialisé. Il zappe Roland-Garros. Forfait Federer, souhaitant privilégier sa deuxième partie de saison, notamment Wimbledon et l'US Open. Je me demande quand même si ce forfait de Roger n'est pas le premier vrai couac de la présidence Macron. Hein. Même là, il y a quand même un vrai problème. Ça va être de sa faute, ça y est. On va continuer parce que le show must go on, mais le cœur n'y est plus là. 3-1 dans la presse quotidienne régionale, Marion Calais. Et Paris-Normandie qui renomme ce matin le maire du Havre devenu Premier ministre. Édouard Philippe devient ce matin Édouard Ier, tout sourire à la une du quotidien. Lui a quitté l'Élysée avec une bonne étoile. C'est le nom du tableau offert par les socialistes à François Hollande. Il est signé d'une jeune artiste d'Avignon, Catherine Duchesne, qui dit sa surprise et son émotion aujourd'hui dans Vaucluse Matin. Et puis dans le Télégramme, le prénom version breton à la une. Un couple vient d'obtenir gain de cause pour appeler son fils Fanch, ce que refusait l'état civil parce qu'il y avait un tilde qui surmontait le virgule là. Exactement, la petite virgule qui surmontait le N. La ville de Quimper a dit finalement ok, c'est bon. Puis Fanch, c'est François finalement. Voilà, Ah c'est oui, comme c'est Bicente pour les Basques avec Vincent. Oui, c'est en breton. Vous avez bien suivi. Avec un petit accent dessus. Oui, c'est ça, un tilde. Ouais. D'accord. On va rediffuser pour Julie juste dans son casque ce que vient de raconter Marion. Comment vous savez que Fanch c'est François parce que je connais un peu. Non, mais vous savez, on peut. Voilà, c'est pas parce que je suis pas à Montélimar que je connais pas les nougats. C'est pareil. Ouais. Enchaînez. L'histoire du jour, ou plutôt les histoires du jour, concernent la cyberattaque de vendredi, Marion, qui décidément n'a épargné personne. Et elle a même fait quelques heureux à l'image des automobilistes des parkings couverts Q-Park de Chalon-sur-Saône. C'est gratuit, super, témoignent certains dans le journal de Saône-et-Loire, alors que la société a été dans l'incapacité de faire payer ses clients. Après l'attaque, difficulté de paiement aussi au sein du groupe de Roubaix Apichic, qui comprend notamment les enseignes Jules ou Brice dans les boutiques de Wascal hier. Comme sans doute dans toute la France, écrit La Voix du Nord, c'était retour aux pièces et aux billets. Carte bancaire inutilisable. Et si le Progrès assure que 3 entreprises de la Loire ont signalé avoir été touchées sans donner leur nom, Nord Littoral évoque aussi le cas d'Alcatel à Calais. Le groupe a fait les frais de cette cyberattaque mais assure n'avoir pas enregistré de problème majeur dans les opérations. Rien de comparable à les situations de Renault à Douai, où d'ailleurs la production doit reprendre aujourd'hui. Il y a quand même beaucoup de conséquences. On le voit grâce à la presse quotidienne régionale ce matin. Merci Marion. On va regarder la presse égyptienne et on va rêver un peu grâce à vous, Sophie Larmoyer. La presse qui salue ces jours-ci une nouvelle découverte archéologique importante dans le centre désertique du pays. On est à 200 km environ au sud du Caire. Oui, c'est la première nécropole humaine découverte dans cette région de Minya avec un tel nombre de momies. Une cachette de 17 momies mises à jour, titre le site d'info Aram Online. C'est un site anglophone, mais le mot cachette est en français. Il paraît que c'est ainsi qu'on désigne les chambres funéraires non signalées sans signe extérieur et donc utilisées pour abriter des momies et les protéger du pillage. Et là, ça a bien marché. Ces catacombes remontent
au moins à la période gréco-romaine. En outre, outre les momies très bien préservées, il y avait aussi des sarcophages, des cercueils de babouins, des papyrus et une décoration en or en forme de plume. C'est une équipe de l'Université du Caire qui a mis à jour ce dédale de couloirs souterrains et ses trésors. Mais comment cette équipe du Caire a trouvé cette cachette dans une région désertique, puisque rien n'a été indiqué? Alors c'est un peu un coup de chance, a expliqué le chef de mission au site Aram Online. Début 2016, ils étaient venus avec des experts de la faculté des sciences qui avaient sondé le sol avec un radar. C'est comme ça qu'ils avaient repéré des creux dans le terrain. Mais dis donc, ça sort comme des champignons ces derniers temps en Égypte. Les momies et autres trésors du passé, c'est incroyable. Vous avez remarqué aussi, notamment il y a un mois en Haute-Égypte, près de Luxor, une tombe de près de 3500 ans a été découverte avec 8 momies, des sarcophages en bois magnifiques peints de couleurs vives et des milliers de figurines funéraires. Et tout cela tombe très bien car depuis les révoltes arabes de 2011 et une série d'attentats meurtriers, l'Égypte souffre de la chute dramatique du tourisme qui est un pilier de l'économie, on le sait. La bonne nouvelle pour les Égyptiens, c'est que le tourisme repart. Il a augmenté de moitié depuis le début de cette année. Voilà, et puis on finit avec un petit commentaire cocasse puisque cette découverte a été commentée par Tom Cruise. Faites attention en ouvrant ces choses-là, a tweeté l'acteur américain. Et ça s'appelle de la bonne promo parce qu'il est à l'affiche de La Momie qui sort le mois prochain. D'accord, tout s'explique. Je vous dis juste entre nous qu'il y a une alerte dictionnaire parce que Julie est plongée dedans, je ne sais pas ce qui se passe, mais elle cherche quelque chose. Je vais dire un truc de travers. Julie, moi je dirais mise au jour et pas mise à jour. Mise au jour, d'accord. Bon, là on l'a découvert, quoi, voilà. Secret d'histoire, si les murs de l'Élysée pouvaient parler, c'est sur France 2 à 20h55 ce soir, Eva Roth. Et oui, c'est une petite visite guidée au Palais d'Élysée ce soir avec Stéphane Bern. Alors c'est un numéro qui est riche en petites histoires sur ce lieu et ceux qui l'ont occupé depuis sa construction en 1720 par le comte d'Évreux, et c'est Georges Pompidou qui en parle sans doute le mieux. Habiter l'Élysée, c'est devenir quelqu'un d'autre malgré tout. C'est devenir quelqu'un d'autre et c'est un peu entrer en religion, si je puis dire. Alors vous allez découvrir les fêtes libertines qui étaient organisées dans les jardins par Caroline Bonaparte, Félix Faure qui décède dans les bras de sa maîtresse, donc c'est vraiment une autre facette du palais, mais aussi de ses habitants. Écoutez cet historien qui évoque le président Paul Deschanel et on est en 1920. Très rapidement, il va donner des signes de fatigue. Aujourd'hui, on pourrait peut-être parler d'Alzheimer, parce que à Nice, dans une promenade officielle, il ramasse les fleurs dans le caniveau alors qu'il pleut et il les relance dans la foule. On sait qu'il se trempe les pieds dans les bassins de l'Élysée, qu'il grimpe aux arbres. Et vous savez qu'il signait ces documents ou ces registres de Napoléon. Ah oui, quand même. Ouais, exactement. C'était Paul Deschanel en 1920. Voilà, il n'était pas très bien. On regarde vraiment ce magazine en picorant les informations. Ne vous attendez pas à un documentaire très fouillé. C'est vraiment de l'histoire vulgarisée qui nous permet de nous coucher un peu moins bêtes. Très bien. Il sera aussi question de politique sur France 3. Exactement, parce qu'après la nomination d'Édouard Philippe, la chaîne rediffusera à 23h10 un documentaire de 2014 qui était intitulé « Édouard, mon pote de droite ». 3 mois dans les coulisses de la campagne électorale d'Édouard Philippe pour la mairie du Havre. Voilà, c'est son pote de gauche en fait qui a réalisé ce documentaire. Et d'ailleurs, on recevra un autre pote de gauche qui s'appelle Jérôme Guedj à 7h45 pour l'interview Vérité d'Europe 1. Merci mesdames les kiosquières, à demain.